Si les taux d'intérêt augmentent et qu'une récession survient, le secteur de l'immobilier éprouvera des difficultés, et certaines banques seront touchées par les problèmes immobiliers plus que d'autres. Il sera pertinent d'écouter les perspectives de Jamie Dimon concernant l'avenir du marché immobilier et de l'économie globale. Jamie Dimon est le président-directeur général de JP Morgan Chase, une institution financière détenant 3,7 milliards de dollars d'actifs. Ce qui en fait l'une des entités financières les plus importantes et influentes au niveau mondial. Occupant le poste de PDG, Dimon possède une compréhension profonde des dynamiques économiques, une perspective que personne d'autre sur la planète ne peut prétendre avoir. Cela a attiré mon attention quand, lors d'une interview récente, Dimon a parlé d'une « crise se formant sur le marché immobilier américain ». Voici ses propos. J'aimerais vous poser des questions sur l'immobilier commercial. Nous avons presque 1 milliard de dollars de dettes immobilières commerciales multifamiliales qui arrivera à échéance cette année. Environ la moitié de ce montant, à savoir 1 milliard de 929 millions de dollars, est détenu par des banques, principalement des banques régionales. Le reste est soit titrisé, soit dû à des prêteurs non bancaires. Nous avons observé des niveaux de défaut de paiement accrus dans certains segments du marché, ainsi qu'une récente baisse des prix de l'immobilier. Pensez-vous que le stress dans le secteur de l'immobilier commercial sera à l'origine du prochain incident majeur lié au crédit? Pour mettre les choses en perspective par rapport aux consommateurs, les marchés des consommateurs sont de beaucoup plus grande envergure, donc la situation de 2007 ou de 2008 ne se reproduira pas de la même manière. Et beaucoup de ces propriétaires sont en mesure de gérer ce que vous appelez le stress. Ainsi, dans le système bancaire, je souhaite juste y porter une attention particulière pendant un moment car il y a des entrepôts, des centres de données, des hôpitaux, et une partie de ceux-ci sont en réalité bien gérés. Mais si l'on considère uniquement les bureaux, tout d'abord, ils ont perdu de leur valeur parce que lorsque les taux d'intérêt montent de 300 points de base, tout ce que vous possédez générant un flux de trésorerie perd 30% de sa valeur. Ainsi, ce n'est pas une crise, mais plutôt une réalité bien connue. Ensuite, il y a le fait que, si une récession survient, oui, la situation se détériorera. Nous ne sommes pas en récession actuellement. Je pense que la plupart des gens s'en sortiront, vous savez, en refinançant ou en apportant davantage de capitaux propres. Et bien sûr, lorsque vous parlez d'une augmentation des défauts, une partie de cela représente juste un retour à la normale. Ils étaient si bas pendant si longtemps. Donc, tout le crédit, lorsque vous regardez ces choses augmenter, mais elles ne sont pas à un niveau de crise, elles retournent simplement à la normale. Donc, oui, si les taux augmentent, et si nous avons une récession, il y aura des problèmes immobiliers, et certaines banques seront plus affectées par ces problèmes immobiliers que d'autres. Ainsi, lorsque vous évaluez le paysage et les banques régionales, cela ressemblera plus à un jeu de va-et-vient qu'à un effet domino. Les problèmes que vous avez observés étaient des problèmes spécifiques à des institutions comme Silicon Valley Bank, First Republic Bank, New York Community Bank, et beaucoup des problèmes sont très locaux. Je veux dire, lorsque vous parlez d'immobilier, je pense que vous dites couvert si je désigne cela comme un bureau, j'ai de grands baux dessus, il est entièrement loué avec des baux de 20 ans, ce qui est complètement différent du spéculatif. Donc, vous devez vraiment creuser plus profondément. Et, vous savez, nous essayons de le faire. Nous examinons le crédit là où il estimate. Il y aura des poches de problèmes, car pendant des générations, l'immobilier a été considéré comme un investissement incroyablement sûr aux États-Unis. Il semblait presque que les investisseurs ne pouvaient pas perdre d'argent avec l'immobilier, même s'ils achetaient dans certains quartiers moins désirables. La raison pour laquelle l'immobilier a été un investissement si rentable au cours des 50 dernières années a beaucoup à voir avec les taux d'intérêt. Ce graphique montre le taux effectif des fonds fédéraux. Pensez à cela comme un proxy pour les taux d'intérêt dans l'économie. Comme le montre ce graphique, les taux d'intérêt ont atteint leur pic dans les années 80 et, depuis lors, ils ont constamment diminué. Vous pouvez littéralement tracer une flèche sur ce graphique, qui suit la trajectoire compris les taux d'intérêt sur une période de 30 ans. Des décennies de baisse des taux d'intérêt ont agi comme un propulseur pour l'immobilier, poussant les valeurs vers des sommets vertigineux. Vous voyez, l'immobilier commercial est évalué en utilisant ce que l'on appelle un taux de capitalisation, ou taux de cap pour faire court. Un taux de cap n'est qu'un terme élégant pour désigner le taux de rendement qu'un investisseur anticipe pour une propriété, basé sur le revenu que cette propriété est censée générer. La formule du taux de cap est extrêmement simple. Prenez simplement le revenu que la propriété devrait générer et divisez-le par la valeur de la propriété. Disons que nous avons une propriété qui va générer 80 000 $ de revenus cette année. Disons aussi que cette propriété vaut 1 million de dollars. En divisant le revenu annuel par la valeur de la propriété, nous obtenons le taux de cap. Dans ce cas, 8%. Plus le revenu est élevé par rapport à la valeur de la propriété, plus le taux de cap est élevé. L'inverse est également vrai. Plus le revenu est faible par rapport à la valeur de la propriété, plus le taux de cap est faible. En utilisant un peu d'algèbre simple, cette formule ici peut également être inversée pour déterminer une valeur de propriété en prenant le revenu et en le divisant par le taux de cap. Comme vous êtes sur le point de le voir, les changements dans le taux de cap peuvent avoir un impact massif sur la valeur de la propriété. Rappelez-vous, le taux de cap n'est qu'une mesure du retour sur investissement pour un investisseur achetant une propriété à un prix donné. Le taux de cap que les investisseurs sont prêts à accepter sur un investissement immobilier dépend de nombreuses choses. Cependant, l'un des facteurs les plus déterminants est les taux d'intérêt. Pour illustrer mon propos, permettez-moi de vous présenter John. John a travaillé dur et de manière diligente, économisant pendant des années. Il a finalement une somme d'argent considérable de côté et souhaite l'investir. Pour les besoins de cet exemple, disons que John n'a que 2 options.
il peut soit conserver cette épargne dans son compte bancaire en gagnant des intérêts, soit il peut acheter une propriété. Ce que John décide de faire dépend en grande partie du retour qu'il peut générer de ces deux options différentes. Disons que la banque lui offre un taux d'intérêt de 10% sur ses économies. En même temps, la propriété d'investissement devrait également générer un retour de 10%, basé sur le prix actuel que John devrait payer pour l'acheter. Étant donné que ces deux options offrent à John exactement le même retour, il choisirait logiquement le compte d'épargne. Posséder de l'immobilier est bien plus risqué que de simplement garder votre argent dans un compte bancaire. Avec une propriété, les choses se cassent et doivent être réparées. Vos locataires peuvent cesser de payer le loyer, ou votre propriété pourrait devenir moins désirable au fil du temps, et ne plus rapporter autant d'argent. En raison de ce risque plus élevé, les investisseurs ont besoin d'un retour plus élevé pour être prêts à investir dans l'immobilier. Disons, pour les besoins de cet exemple, que cette exigence de retour supplémentaire est de 5 points de pourcentage au-dessus de CE qui peut être gagné dans un compte d'épargne. Cela signifie qu'avec le compte d'épargne générant un retour de 10%, une propriété d'investissement devrait retourner 15% par an avant que John ne l'envisage même. Regardez ce qui se passe à mesure que le taux d'intérêt que le compte d'épargne offre diminue. Si le taux d'intérêt sur le compte d'épargne tombe à 7%, John a maintenant besoin d'un retour de 12% pour investir dans l'immobilier. Ramenez le taux d'épargne à 5%, et John a maintenant besoin d'un retour de 10% sur la propriété. Abaissez le taux d'épargne à 0%, et maintenant l'immobilier semble attractif en générant un maigre retour de 5%. Bien que ce soit, bien sûr, un exemple hypothétique, il aide à illustrer exactement ce qui s'est passé depuis les années 80. À mesure que les taux d'intérêt baissaient, les investisseurs immobiliers étaient prêts à se contenter de taux de cap plus bas, c'est-à-dire des retours plus faibles lors de l'achat de propriétés. Ce taux de cap de plus en plus bas ont fait monter en flèche les valeurs immobilières. Vous êtes sur le point de voir exactement comment. Revenons à notre propriété d'avant qui générait 80 000 $ par an de revenus. À un taux de cap de 15%, cette propriété vaut 533 000 $. En prenant le taux de cap à 12%, cela pousse la valeur à 667 000 $. Si nous devenons vraiment fous et prenons le taux de cap jusqu'à 5%, la valeur de la propriété monte en flèche à 1 600 000 $. Remarquez comment le montant du revenu que la propriété génère n'a pas augmenté d'un seul dollar. La seule chose qui a changé était que, au fil du temps, les investisseurs étaient prêts à accepter des retours de plus en plus bas. Les taux de cap de plus en plus bas ont envoyé les valeurs immobilières à des prix toujours plus élevés. Cependant, les choses s'inversent maintenant. Les taux d'intérêt ont rapidement augmenté à leur niveau les plus élevés en 20 ans, ce qui a le potentiel d'être dévastateur pour le marché immobilier, laissant les propriétaires de biens immobiliers sous l'eau sur leurs prêts et les banques coincées avec les pertes. Imaginez un investisseur qui a acheté un immeuble d'appartement au sommet de la bulle immobilière à un taux de cap de 3%. À ce moment-là, les taux d'intérêt étaient incroyablement bas, et ce taux de cap de 3% semblait potentiellement tout à fait raisonnable. Disons, pour les besoins de cet exemple, que l'immeuble d'appartement génère 100 000 $ de revenus annuels. En utilisant notre formule d'avant, nous savons que cet immeuble vaut 3,33 millions de dollars à un taux de cap de 3%. Cette valeur est calculée en divisant le revenu annuel par le taux de cap. Comme la plupart des propriétaires immobiliers, notre investisseur ici a acheté la propriété en utilisant un prêt. Dans notre CA, le montant du prêt est de 70% de la valeur de la propriété, donc environ 2,3 millions de dollars. Maintenant, voyons ce qui se passe à mesure que les taux d'intérêt augmentent et que les taux de cap montent plus haut. Au lieu d'un taux de cap de 3%, disons que le taux de cap pour cet immeuble augmente à 6%. Donc, au lieu de 3,33 millions de dollars, l'immeuble vaut maintenant 1,66 million de dollars. Le doublement du taux de cap a fait chuter la valeur de la propriété de moitié. Mais attendez, cela devient encore pire. Ce problème est amplifié en raison du fait que la propriété a été achetée en utilisant une grande quantité de dettes. Notre investisseur ici a un prêt de 2,3 millions de dollars sur une propriété qui vaut maintenant seulement 1,66 million de dollars. C'est ce à quoi cela ressemble d'être ce que l'on appelle sous l'eau sur un prêt. L'actif utilisé comme garantie dans le prêt a tellement chuté en valeur que l'emprunteur doit plus d'argent que ce que l'actif vaut actuellement. Dans cet exemple, l'investisseur immobilier serait probablement ruiné, et la banque qui a accordé le prêt serait forcée d'absorber la perte. Selon Jamie Dimon, si des situations aussi draconiennes deviennent courantes sur le marché immobilier, dépend largement de ce qui se passe avec l'économie et les taux d'intérêt. Écoutez Dimon expliquer ce qu'il voit. Vous devez toujours surveiller les marchés car ils peuvent changer d'avis assez rapidement. Mais en ce moment, la confiance est en hausse. Il y a plus de discussions sur les fusions et acquisitions, le marché boursier commence à s'ouvrir un peu, les écarts se rapprochent des plus bas historiques. Cela signifie, vous savez, il y a beaucoup d'argent qui poursuit des offres à haut rendement. Donc, les choses sont ouvertes, les marchés sont élevés, les gens le ressentent. Donc, jusqu'à présent, si bon. Cela semble aller quelque peu à l'encontre de vos vues plus baissières. Je sais que vous avez dit, lors des résultats du 4e trimestre le mois dernier, que l'inflation pourrait être plus haut, les taux pourraient être plus élevés que ce que le marché attend. Est-ce toujours votre scénario de base, et qu'est-ce qui alimente ce ton plus prudent en ce moment? Ouais. Donc, la façon dont je regarde, vous savez, rappelez-vous, en 1972, vous vous sentiez bien aussi, et avant n'importe quel crash, vous vous sentiez bien, et puis donc les choses changent. Donc vous devez regarder vers l'avenir, et je pense qu'il y a des choses là-bas qui sont un peu préoccupantes. J'ai un œil dessus, et pourquoi allons-nous si bien?
Beaucoup est le dépense fiscale, et le dépense fiscale a aussi un multiplicateur. Donc je pense juste que cela peut ne pas descendre aussi vite et les gens peuvent être surpris. Donc quand les gens parlent de, vous savez, le marché est en quelque sorte pris un atterrissage en douceur, cela pourrait très bien arriver. Mais vous savez, les chances à 70 ou 80%, je leur donnerai la moitié de cela. C'est tout. 7 ou 8 baisses de taux, non, 70 ou 80% de chances que nous ayons un atterrissage en douceur, je donne cela à la moitié. Nous pourrions très bien en avoir un, mais je pense qu'il y a aussi une chance plus élevée que le marché des choses de taux soit un peu plus élevé. L'autre chose que je pense, c'est toujours une erreur à faire, c'est de regarder juste une année. Tous ces facteurs dont nous parlons, l'assouplissement quantitatif, les dépenses fiscales, les déficits, la géopolitique, ces choses peuvent se jouer sur plusieurs années, mais elles se joueront et elles auront un effet. Nous ne savons juste pas lesquelles. Donc je suis juste, vous savez, dans mon esprit, je suis un peu prudent sur tout. Vous vous couvrez, oui. En plus d'impacter l'immobilier, les taux d'intérêt plus élevés ont également un effet d'amortissement sur l'économie plus largement. Pour démontrer ce que je veux dire, imaginez votre restaurant local préféré dans votre ville natale. Pour le bien de cet exemple, le propriétaire de votre restaurant préféré aime l'expérience que son entreprise offre aux clients et veut ouvrir un autre emplacement dans une ville différente pour pouvoir servir plus d'invités. Malheureusement, l'industrie de la restauration est notoirement difficile. Malgré un travail non-stop, les chances sont que le propriétaire du restaurant n'ait pas beaucoup d'argent qui de côté pour ouvrir un deuxième emplacement. Ouvrir un restaurant n'est pas bon marché. Selon une enquête auprès des propriétaires de restaurants, cela coûte n'importe où entre 175 000 à 2 millions de dollars pour ouvrir un seul emplacement. En raison du grand montant d'argent requis, le propriétaire du restaurant va devoir s'appuyer sur un prêt d'une banque locale pour pouvoir ouvrir le deuxième emplacement. Pour le bien de cet exemple, disons que 1 million de dollars est nécessaire pour ouvrir ce deuxième emplacement. Le taux d'intérêt sur ce prêt va avoir un énorme impact sur si notre propriétaire ici peut se permettre d'expanser. Disons que le propriétaire est capable d'obtenir ce million de dollars sur un prêt de 10 ans, à un taux d'intérêt de 3%. Le paiement mensuel sur ce prêt est de 965 dollars. Si nous prenons ce taux d'intérêt à 7%, le paiement mensuel saute à 1610 dollars. Si le taux d'intérêt monte encore plus à 12%, ce paiement mensuel monte tout le chemin jusqu'à 14 347 dollars. Comme nous en avons parlé plus tôt, les restaurants opèrent sur des marges de rasoir. Avoir à payer des milliers de dollars en intérêts supplémentaires sur le prêt rend rapidement les chiffres derrière l'ouverture d'un deuxième emplacement commencent à ne pas avoir de sens. Si ce deuxième emplacement est ouvert ou non, aura des effets d'entraînement à travers l'économie. S'il est ouvert, pensez à tous les avantages positifs pour l'économie. De nouveaux emplois seront créés pour les serveurs et le personnel de cuisine qui seront embauchés. Les entrepreneurs locaux et les artisans obtiendront plus de travail alors qu'ils rénovent la propriété pour la préparer pour la grande ouverture. Et cela ne s'arrête pas là. Toutes les entreprises qui vendent les meubles, les linges, les uniformes et la nourriture nécessaires à cet emplacement obtiendront plus d'affaires. La liste est longue, mais vous avez compris l'idée. Si ce restaurant est ouvert, cela va être positif pour l'économie. Ceci est bien sûr juste un exemple simple, mais il aide à démontrer pourquoi les taux d'intérêt bas sont stimulants pour l'économie. Actuellement, beaucoup de gens croient que les taux d'intérêt descendent définitivement dans un avenir pas si lointain. Jamie Dimon est plus sceptique et pense que des taux d'intérêt plus bas sont loin d'être garantis. Seul le temps nous dira comment les choses se dérouleront, mais une chose est certaine. Si les taux d'intérêt restent élevés ou augmentent même, il est facile de voir comment cela pourrait conduire à de sérieuses douleurs sur le marché immobilier. Voilà. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne, car mon objectif est de vous rendre un meilleur investisseur, en étudiant les plus grands investisseurs du monde. À bientôt.